Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle constitution est approuvée par référendum. Les Tchadiens ont dit oui à 86%. L'opposition conteste et remet en cause les chiffres avancés. Les résultats définitifs doivent être proclamés d'ici le 28 décembre. Les élections locales en Tunisie marquées par une faible participation, 11,66% des 9 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour ces élections qui ont pour objectif de constituer une deuxième chambre de l'Assemblée nationale. Plus de 260 personnalités tunisiennes avaient appelé à boycotter le scrutin. Craignant de devoir réduire sa production de pétrole en raison des quotas de production en vigueur dans l'organisation, l'Angola quitte l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et c'est toujours l'attente des résultats officiels des élections générales. Le dépouillement se poursuit en République démocratique du Congo, mais la publication des résultats de l'élection présidentielle a commencé depuis vendredi et aussitôt est née la contestation. L'opposition dénonce un chaos et des irrégularités entachant, selon eux, ces élections. Même tonalité du côté de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a déploré dimanche soir, dit-il, un gigantesque désordre lors des élections générales du 20 décembre. Et alors que certains opposants appellent à l'organisation de nouvelles élections, selon la Commission électorale nationale, les premiers résultats partiels seraient, à l'heure où l'on se parle, à hauteur de plus de 82% en faveur du président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition comme Moïse Katumbi qui dénonce une déclaration politique sur la fraude, ou encore Martin Fayoulou et le docteur Denis Mukwege qui parle d'un simulacre d'élection. Ces derniers appellent à une manifestation ce mercredi. Au Tchad, le projet de nouvelle constitution soumis par voie référendaire est approuvé avec plus de 86% des voix, d'après les résultats officiels provisoires de la commission électorale à l'issue du référendum du 17 décembre que l'opposition avait appelé à boycotter et dont elle conteste les résultats de ce référendum censé ouvrir la voie à des élections à la fin de 2024 et garantir le retour à un pouvoir civil. Mais pour l'opposition, le nouveau texte serait avant tout destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby. Reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, selon les résultats provisoires du référendum publié le 24 décembre 2023, le oui en faveur du projet de la Constitution et de la forme de l'État unitaire remporte avec un taux de 86% contre 14% pour le non. Selon la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum, sur les 8 237 000 Tchadiens inscrits au fichier électoral, environ 5 millions de votants ont participé au scrutin, ce qui fait un taux de participation de 63,75%. Beaucoup de détracteurs se sont perdus en conjecture par rapport à la réussite de notre mission. Mais tout est bien qui finit bien. Nous les laissons eux-mêmes se désillusionner. Avec ces résultats provisoires et conformément à la loi, la CONOREC a accompli son obligation dans le délai imparti au chronogramme du processus d'organisation du référendum constitutionnel. La Cour suprême a 4 jours pour examiner d'éventuels recours avant la proclamation définitive des résultats prévus le 28 décembre 2023. La promulgation de la nouvelle constitution, quant à elle, est prévue le 1er janvier et ouvrira la voie aux élections présidentielles et législatives qui marqueront la fin de la transition. Les électeurs se réjouissent que le chronogramme du référendum soit respecté. Nous nous réjouissons de ces résultats provisoires qui, selon nous, reflètent l'observation que nous avons eue sur le terrain en attendant la confirmation définitive par la Cour suprême. Donc, en tant qu'observateur, eh bien, nous pensons que le résultat qui vient d'être donné par la CONOREC répond aux préoccupations des électeurs.
alors que la coordination de l'Alliance des partis politiques pour le oui au référendum constitutionnel mené par le mouvement patriotique du salut se félicite des résultats, les partisans de l'État fédéral qui ont appelé à voter non au référendum estiment que ces résultats ne reflètent pas la réalité des urnes. À ce jour, aucune requête n'est déposée à la Cour suprême. Seulement 11,66% des électeurs tunisiens se sont déplacés dimanche pour les élections locales devant aboutir à la mise en place de la seconde chambre du Parlement en juin prochain. Scrutin voulu par le président de la République, Kais Saied, qui concentre tous les pouvoirs depuis plus de 2 ans. Ces élections de dimanche ont été dénoncées par l'opposition qui considère qu'il s'agit de la dernière pièce de l'édifice autoritaire du chef de l'État, Nathalie Mo. L'élection des représentants des conseils locaux et régionaux s'est déroulée le 24 décembre 2023 en Tunisie. Plus de 9,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour un scrutin inédit dans le pays. Les premières élections locales organisées en Tunisie représentent pour le président Kais Saied un processus démocratique dont le moteur repose sur la base de la société tunisienne. Les électeurs éliront les membres de 279 conseils locaux, soit un conseil local pour chaque délégation. Nous sommes en train de poser la première pierre d'une nouvelle ère qui tienne compte des aspirations du peuple et qui lui offre toutes les capacités qui lui permettent d'exprimer directement ses opinions. Les élus seront responsables devant les électeurs et ils peuvent lui retirer leur confiance pendant la période parlementaire et s'ils ne répondent pas à leurs exigences. Plus de 150 personnalités indépendantes du paysage politique et de la société civile en Tunisie ont lancé une pétition pour exprimer leur opposition aux élections locales. Ils justifient leur position par la tendance à l'abstention aux processus électoraux observés dans le pays. En effet, lors des législatives de 2022, le taux de participation aux élections était de 11,4%, une orientation qui s'est confirmée lors du vote du 24 décembre 2023. Quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections ICIE, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation de 7,68%. Pas de bousculade donc pour ce scrutin sans incident majeur, a rassuré Farouk Bouasker. À 16 heures, près de 697 755 électeurs ont pris part au vote. Le processus électoral se déroule normalement et aucun incident ou problème n'a été enregistré. Tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue, à savoir exactement 8 heures du matin, heure locale. Selon l'ICIE, 7205 candidats, dont 1028 à mobilité réduite, sont en lice pour les élections locales. Une fois élus, les 2434 représentants locaux auront la responsabilité de la future composition du Conseil national des régions et des districts, qui sera la deuxième chambre parlementaire, créée dans le cadre d'un bicamérisme législatif tunisien instauré par la Constitution du 25 juillet 2022. L'échéancier électoral préétabli indique que les résultats préliminaires du premier tour des élections locales devront être annoncés au plus tard le 27 décembre 2023. Tout finit bien un jour, les mots du président béninois Patrice Talon au sujet de sa succession en 2026, date de la prochaine élection présidentielle qui marquera la fin de son second et dernier mandat constitutionnel. Il s'engage à ne pas abriguer de troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle constitution. Alors la question qui se pose maintenant est qui va-t-il soutenir dans la perspective de cette présidentielle de 2026 ? Et voici quelques éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. C'est un Patrice Talon préoccupé par sa succession au thème de ces 2 mandats constitutionnels qui s'est exprimé le 23 décembre 2023 à ses compatriotes par l'entremise d'une interview enregistrée au Palais de la Marina à Cotonou. 48 heures après l'annuel discours sur l'état de la nation, devant les 109 députés à l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon est revenu sur des sujets qui alimentent l'opinion avec un aperçu sur l'alternance politique en 2026. Au plan politique, Talon s'est exprimé sur le débat de sa succession et la probable candidature de son ami Olivier Bokor. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. D'abord,
le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. Le président Patrice Talon révèle qu'il ne sera pas inactif en 2026 et compte œuvrer en faveur de l'alternance. Pour ce qui est de la sollicitation de candidature au sein du parti au pouvoir, le chef de l'État indique qu'il est trop tôt pour parler de candidature à sa succession à 2 ans de la fin de son mandat. Ceux en dehors des partis politiques qui n'ont pas encore enclenché des mécanismes de désignation de leurs candidats, faisant ainsi référence à la réforme du système partisan qu'il a porté. Je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc je serai actif pour que la suite soit dans l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble. Donc nous serons tous actifs pour que la suite se passe, sinon mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd'hui et qu'on constate tous que le meilleur est à venir. À noter que la réforme électorale a introduit le parrainage des candidats à la présidentielle par au moins 10% des députés et ou maires, soit 19 élus sur 186. Par ailleurs, pour Patrice Talon, il n'est pas envisagé une assise nationale, comme le souhaite le principal parti d'opposition, les démocrates, présidé par son prédécesseur Thomas Boni-Yayi. L'Angola se retire de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Décision prise sur fond de désaccords au sujet des quotas de production imposés par l'organisation, alors que l'Angola estime qu'il est temps pour elle de se concentrer davantage sur ses propres intérêts, raison qui pousse le pays à refuser catégoriquement d'être dans l'obligation de revoir sa production à la baisse. L'Angola souhaite en effet établir son propre objectif de production fixé à 1,18 million de barils par jour. Catherine Gombey. L'Angola a déclaré le 22 décembre 2023 son départ de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP à la suite de nouvelles impositions sur les quotas de production. En effet, l'OPEP et ses alliés ont convenu de réduire davantage la production de pétrole en 2024 afin de stabiliser les prix mondiaux. L'Angola, l'un des principaux exportateurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, qui vise une production journalière de 1,8 million de barils par jour, produit actuellement environ 1,1 million de barils par jour, ce qui a contribué au total de 30 millions de barils de l'OPEP. Fin novembre 2023, l'Angola et le Nigeria, les deux poids lourds pétroliers du continent africain, s'étaient montrés mécontents de leurs quotas révisés lors de la dernière réunion ministérielle de l'Alliance, d'ailleurs reportée de plusieurs jours en raison des désaccords. En tant que membres jusqu'à l'application de la décision, nous avons toujours des devoirs. Je peux même ajouter qu'au cours des 6 dernières années, la participation de notre pays à l'organisation était remarquable. Cela dit, aujourd'hui, il est temps qu'on se concentre sur nos stratégies et nos objectifs en matière d'hydrocarbures. La décision de l'Angola réduit la part de l'OPEP sur le marché mondial du pétrole qui s'établit à 27 millions de barils par jour, soit 27% du marché mondial de 102 millions de barils par jour. À cela, il faut ajouter la chute des prix du pétrole, le prix du Brent chutant de plus de $1 à 78,5 $ le baril. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'influence sur les quotas, mais si nous devions rester dans l'OPEP, nous subirions les conséquences de la décision de respecter les quotas de production. Dès lors, la meilleure décision pour notre économie était le départ. Le départ de l'Angola de l'OPEP après 16 ans d'adhésion s'ajoute à une liste de pays dans l'Équateur, l'Indonésie et le Qatar qui ont quitté l'organisation. Cette décision a soulevé des inquiétudes quant à l'unité de l'OPEP et de sa coalition plus large, l'OPEP+, qui comprend la Russie et d'autres alliés. La ZLECAf demeure au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à développer le commerce intra-africain, la zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants. Sa mise en œuvre complète pourrait générer une hausse des revenus d'ici 2035 selon les dernières estimations. Et l'Éthiopie figure parmi les pays qui tentent de se positionner afin de pouvoir tirer profit de la suppression des droits de douane. Sarah Yemele.
L'Éthiopie va bientôt entamer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, un projet phare de l'agenda 2063 qui vise la création d'un marché africain unique d'environ 1,3 milliard de consommateurs en Afrique et un produit intérieur brut combiné de 3,4 milliards de dollars. En novembre 2023, le décret tarifaire éthiopien a été soumis et la soumission de l'offre tarifaire du pays a été acceptée par le secrétariat de la ZLECAf mi-décembre 2023. Nous identifierons les marchandises et les pays avec lesquels nous pourrons commencer et nous entamerons la phase d'essai dans les mois à venir. Nous disposons d'un avantage concurrentiel grâce à Ethiopian Airlines qui peut fournir des services de fret à d'autres pays. Les professionnels et les responsables du secteur de la logistique et du transport ont exprimé leur enthousiasme quant à l'engagement total de l'Éthiopie dans la ZLECAf lors d'une réunion consultative de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne ELSA le 22 décembre 2023. Experts et acteurs du secteur de la logistique et du transport expriment leur enthousiasme quant à la mise en œuvre de la ZLECAf pour un meilleur développement de l'économie éthiopienne et africaine. Les flux d'investissements directs étrangers vers les pays en développement ont ralenti, les restrictions sur les transferts de technologies ont augmenté, les barrières commerciales ont restreint l'accès au marché et les tumultes politiques ont augmenté le risque d'investissement dans les pays en développement, ce qui a ralenti et a eu un impact sur la croissance des startups. Le secteur est également en cours de libéralisation, les autorités cherchant à ouvrir les secteurs maritimes, aériens et autres aux investissements étrangers. Abenet Bélé de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne prévoit des difficultés liées à l'harmonisation des cadres juridiques et des cultures de transport d'un pays à l'autre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Africa 24.